Chers collègues journalistes et chers conseils journalistes, chers partenaires à Bider Life, cette conférence de presse va consister à présenter les différentes actions de l'ONG des droits belges Bider Life qui a lancé ses projets ici en RDC depuis 2 ans. Elle est présente ici à Kinshasa, au Congo central, dans l'espace Kasaï, et puis dans les Hauts-Katanga, disons les Katanga démembrés. Et pour débuter, nous allons donner la parole en priorité à M. Bernard Kilungu, qui est l'administrateur général de cette ONG, qui va nous présenter les grandes lignes de cette ONG, des actions qui sont menées ici en République démocratique du Congo. M. Bernard, nous vous donnons la parole. Merci beaucoup, M. Tati. Une fois de plus, bonjour aux invités et à tous les partenaires qui se sont déplacés de Provence jusqu'à Kinshasa pour assister justement au dépôt de projet, mais aussi à cette séance de presse. Et avant tout, nous tenons à nous excuser pour le grand retard à laquelle se tient cette conférence de presse. Alors, comme M. Tati a eu à le dire, Bider Life est une organisation de droit belge qui est implantée ici en République démocratique du Congo. Ça va faire maintenant 3 ans. Nous sommes installés presque d'une manière officielle sur 19 provinces et d'une manière officieuse, nous travaillons presque sur l'ensemble du pays, puisque dans les provinces où nous n'avons pas de bureau, mais nous avons au moins 3 ou 4 projets. Qu'est-ce que Bider Life fait? La première des choses, ou le premier champ de bataille de Bider Life est la protection de l'environnement, mais aussi l'accès à ce que nous appelons les crédits carbone. Là, c'est le premier champ de bataille. Les seconds champs de bataille, c'est la sécurité alimentaire, tout en faisant la promotion sur les cultures pérennes, notamment le cacao, le palmier, les théiers, et les macadamiens et autres. Et le troisième champ de bataille de Bider Life consiste à accompagner les agriculteurs ou le partenaire que vous êtes sur l'acquisition de machines agricoles. Bien que nous avons beaucoup d'obstacles, mais parmi vous, nos partenaires, il y a déjà ceux qui ont déjà reçu les tracteurs. Nous sommes presque à la 3e édition, et avec les tracteurs qui sont justement bloqués actuellement à Mokambo, dans le Haut-Katanga. Et enfin, s'il faudra définir ou citer les derniers points, c'est la levée de fonds pour des projets uniquement à caractère communautaire. Alors, j'aimerais justement donner quelques détails sur le projet de levée de fonds, puisque c'est autour de ces 4e point auquel nous nous réunissons ici. Le 4e point, qui est la levée de fonds, consiste à accompagner, à trouver les moyens adéquats afin de trouver des solutions de communautés locales. Donc ça veut dire dans des provinces, dans des secteurs, dans des chefferies ou encore territoires. Et ce qui amène ces projets, c'est vous, nos partenaires. Et il y a justement des critères à respecter. Bider Life n'exige pas le paiement pour le dépôt d'un projet. Aucun partenaire, excepté le frais d'adhésion, aucun partenaire n'a eu à payer le frais pour le dépôt du projet. Donc, il en est de même, nous encourageons et nous profitons à ce que les gens qui ont des projets qui peuvent changer des vies, que ces personnes pensent au moins qu'il y a une organisation accompagnatrice, justement, qui peut trouver des solutions à l'éducation, la santé, mais aussi les infrastructures, notamment le barrage, notamment la construction des cités. Voilà un peu quelques détails d'une manière précise au 4e point. Merci.
Merci beaucoup, M. Bernard Kilungu, d'avoir fait pour nous un aperçu, une vue panoramique des projets ou du déploiement des Builder Life ici en RDC. Et nous rappelons que vous avez fait allusion à la promotion de la culture pérenne, aux ouvrages sociaux de base, surtout pour les communautés locales. Et vous êtes également dans les processus de paiement des crédits carbone. Je me tourne cette fois-ci vers M. Blaise Molo, qui est le coordonnateur des projets. Monsieur Blaise, rappelez-nous, donnez-nous au fait les grandes lignes des projets qui sont déjà réalisés ici en RDC depuis l'implantation de Builder Life, ainsi que des projets qui sont en cours de réalisation dans les pays. Merci beaucoup, Monsieur Tati, pour la question. Et aussi, merci à tous les invités qui ont répondu présents. Une fois de plus, nous nous excusons pour le temps sur lequel nous avons eu à commencer. Mais qu'à cela ne tienne, merci d'être présent parmi nous. Par rapport au projet que nous sommes en train de faire tout au long de notre mission en tant que Builder Life, je prendrai plutôt les projets qui concernent la culture pérenne, parce que c'est sur ça que nous sommes en train de nous étaler actuellement. Nous sommes, d'une manière générale, nous sommes en train d'avoisiner une affaire de 10 000 hectares de cacaoyers et aussi de boisement, parce qu'on ne le fait pas uniquement sur les cacaoyers seuls, il y a aussi le boisement que nous sommes en train de faire. En dehors de ça aussi, il y a aussi le projet qui cadre avec le reboisement. Je ne saurais donner une précision sur le nombre d'hectares que nous sommes en train de faire sur le reboisement, mais ce qui est sûr, ça dépasse une affaire de 10 000 hectares, ce qui est sûr. En dehors des projets qui cadrent avec le reboisement, nous sommes aussi dans l'élevage de grands bétails. Voilà, naturellement dans le Grand Bandundu. Et s'il faut parler d'une province spécifique, il y a la province du Kwilu, où nous gérons quand même de grandes fermes qui cadrent avec de grands bétails et tout. Et actuellement, le projet qui nous intéresse, où nous sommes en train de lancer dans cette campagne agricole qui a commencé, je parlerai plutôt toujours dans le cadre du cacaoyer. Pourquoi les cacaoyers? Parce que non seulement nous accompagnons le partenaire à résoudre les problèmes que cadre avec le chômage dans sa contrée, mais le cacao, c'est aussi une culture qui est tellement recherchée et qui vaut quand même de l'or sur le plan international. Et nos partenaires sont protégés par un contrat de préachat avec Sagrid, qui nous accompagne, qui nous fournissent d'ailleurs ces semences qui proviennent du Brésil. Mais nous rencontrons toujours des difficultés sur la logistique, surtout sur l'acheminement des semences au niveau du site, surtout dans les provinces. Alors ici, dans le Congo central à Kinshasa, il n'y a pas assez de problèmes. Une fois que les semences arrivent, nous pouvons déployer ça directement dans les sites. Mais dans le Kasaï, surtout dans le Kasaï, où l'accessibilité, d'ailleurs nous avons eu à parcourir avec vous, où l'accessibilité dans les sites est vraiment très compliquée. Et il y a aussi un problème de quoi d'avion. Les aviateurs nous posent vraiment de grands soucis logistiques. Vous pouvez envoyer les semences à temps, mais ça arrive en retard. Et là aussi, sans pour autant tenir compte qu'il y a aussi un pouvoir germinatif que nous devons tenir compte, où les transporteurs d'aviation nous posent vraiment problème et tout. Mais qu'à cela ne tienne, on baisse pas le bras, nous travaillons d'arrache-pied. Et actuellement, pour cette année agricole, nous sommes en train de couvrir approximativement 4000 hectares à travers le pays. Ici au plateau, nous nous étalons sur 1000 hectares, mais pour la saison A, nous commençons sur 500 hectares. Et pour la saison B, ça sera 500 hectares. Dans le Congo central, il y a beaucoup de concessions que nous sommes en train de couvrir, sans pour autant citer les concessions d'autres provinces dont les partenaires sont là, eux-mêmes peuvent faire aussi les témoignages sur ça. Mais j'aimerais quand même revenir quand même sur la levée des fonds aussi, parce que c'est ça qui nous a vraiment réunis. Et nous avons eu à parcourir les secteurs des villages, des territoires, et nous avons vu les difficultés que nos populations locales sont confrontées. Notamment, il n'y a pas un bon accès à l'eau potable.
Il n'y a pas aussi l'accès potable, l'accès aussi à un système d'éducation adéquat. Et en dehors de ça aussi, surtout à ce qui concerne la santé, parce que la santé, c'est vraiment la richesse qui ne peut pas s'expliquer. Mais qu'à cela ne tienne, nous pensons avec tous nos bailleurs, nos bailleurs de fonds, tant national et international, que les projets qui ont été retenus puissent avoir le financement et puissent être lancés dans les prochains jours, pourquoi pas l'année prochaine d'ici peu. Alors, je me limite par là, merci. Merci beaucoup, M. Blaise Molo. Vous êtes le coordonnateur de l'ONG Builderlife. Chers collègues et chers concerts, cette fois-ci, nous allons écouter les partenaires affiliés à l'ONG Builderlife. Ils vont nous relater un peu les péripéties faites pour nouer les partenariats. En même temps aussi, l'objet de leur plaidoyer pour lesquels ils sont ici à Kinshasa, dans le cadre de la collaboration avec Builderlife. Et pour ce faire, nous allons commencer par M. Jean Chrétien, qui opère dans l'aire opérationnelle du Haut-Katanga. À vous la parole, M. Jean Chrétien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Grande est notre joie de nous retrouver devant la grande commission qui a eu à nous recevoir hier par rapport à la levée des fonds. Je commence par là, parce qu'il y a autant de projets que nous avons. Chacun connaît ce qu'il a amené comme projet, mais le grand projet qui a fait que nous puissions nous rencontrer en ce jour concerne la levée des fonds. C'est pourquoi je préfère commencer par là. Et avant d'entrer en détail, je commence par saluer la grande équipe mixte qui a eu à recevoir les projets souscrits auprès de Builderlife, qui est notre représentant auprès des bailleurs de fonds. Je leur dis sincèrement merci au nom de toute l'équipe des bailleurs, des partenaires qui ont fait les déplacements de telle ou telle province pour la circonstance. Sans oublier aussi Builderlife, qui est l'organisateur de cette conférence, au cours de laquelle nous avons l'occasion d'exprimer notre sentiment par rapport à l'accueil nous réservé et à l'organisation matérielle pour l'accompagnement des différents projets. C'est ainsi, je ne voudrais pas tellement en abuser de votre temps. Chacun de nous a soumis son projet et il sait comment il l'a défendu. Donc, il n'y a que l'équipe avec Builderlife qui pourront nous donner ce que sera notre issue à l'occasion de cette conférence. Sans trop perdre de temps, vous veniez de le dire tantôt, vous avez eu à parcourir le Congo profond. Et vous avez vu dans quelles conditions la population est en train de groupir. La misère, manque d'eau, manque des établissements scolaires favorables ou adéquats, manque de soins médicaux où l'accessibilité n'est pas donnée à tout le monde. C'est pourquoi, comme problème et difficultés rencontrées, nous disons, face à cette difficulté, rencontrés presque dans tous les coins de la République démocratique du Congo, nous voudrions, ou nous sommes en train de faire un plaidoyer pour que les bailleurs de fonds tant nationaux qu'internationaux puissent nous venir en aide pour soutenir les différents projets souscrits afin de contribuer au développement social et économique de notre population. Pas seulement paysanne, parce que même dans les milieux urbains, vous constaterez il y a des mamans, il y a des papas, il y a des enfants qui nécessitent une certaine assistance. Par exemple, la construction des hommes de vieillards, construction des enfants en rupture sociale avec leurs familles. Tout ça, ça demande des fonds pour lesquels les différents bailleurs pourront nous aider pour contribuer efficacement à l'amélioration des conditions sociales et économiques de notre population. Je pense que c'est ça l'essentiel de mon message. Et vous, personnellement, vous opérez dans quelle heure opérationnelle de la République? Quant à ce qui me concerne, je suis presque un polyvalent. Pourquoi polyvalent? Parce que je suis en train d'évoluer dans plusieurs secteurs. Avec Builderlife, je suis au niveau de l'agriculture des cacaoyers, je suis au niveau des reboisements, je suis au niveau des tourbières. Aujourd'hui, je suis avec Builderlife par rapport à la levée des fonds. C'est pour vous dire que je suis dans plusieurs domaines. Merci beaucoup, M. Jean Chrétien. Cette fois-ci, je me tourne vers
Je me tourne vers M. Gérard, lui qui opère, qui collabore avec Biderlife dans les Hauts-Katanga, dans la périphérie de Likasi, dans le territoire des Kambové, à Mubambé spécialement. En guise de témoignage, dites-nous, M. Gérard, parce que vous portez un projet assez intéressant de plaidoyer, de construction d'une école dans cette région de la République. Dites-nous, quelles sont les raisons qui vous motivent à porter ces projets-là? Merci, messieurs les journalistes. Merci pour l'assistance. Merci, Bedolife, parce que c'est Bedolife qui a fait à ce que nous soyons ici. Je tiens premièrement à signaler que la rencontre avec Bedolife n'a pas été facile. Nous sommes une coopérative qui encadrait presque notre population dans des cultures maraîchères et tout. Mais quand Bedolife est venu, pour nous donner la politique d'une culture pérenne, même nous-mêmes, on était sceptiques. C'est ainsi qu'à son tour, Bedolife avait fait l'échantillon de nous donner même une quantité de semences de cacaoyers pour faire l'échantillon d'une pépinière de 50 hectares. Voyant la manière dont cette pépinière avait répondu, cela avait vraiment stimulé nos esprits de tout abandonner et de projeter nos efforts dans la culture pérenne. D'où la coopérative en soi avait souscrit pour 800 hectares et jusqu'à ces jours, nous avons un pépinière qui est en train de croître pour réussir ces projets de 850 au total hectares. Maintenant, il ne fallait pas aller dans un coin, amener un projet pérenne et le faire seul. Il fallait impliquer la communauté locale. Maintenant, pour inclure dans la communauté locale qui vit jusqu'à ce matin donc du taux du jour, ils entrent dans des carrières minières, ils gagnent pain et ils vivent. Maintenant, on a connu un sérieux problème. Donc, faire quitter la vie quotidienne et les amener à une vie pérenne, ça n'a pas été facile. Mais Dieu merci, nous le disons encore, quand ils ont vu la manière dont notre pépinière est sortie, tout le monde, et le chef de groupement, et les chefs de village, ils étaient intéressés à nous. C'est ainsi que nous avions amené un jour Bedolife là-bas. Et Bedolife nous a accompagnés. Vraiment, nous disons, il nous a accompagnés techniquement, professionnellement, jusqu'à ce que nous avons même des ingénieurs de Bedolife sur site jusqu'à ce matin. Alors, quand nous avons vu ces projets germir comme il faut, c'est ainsi que les Mubambé, c'est un coin qui est à 75 km de Likasi, dont la route est à terre battue. Imaginez-vous, depuis l'époque belge, il n'y a pas d'école, il n'y a pas des hôpitaux ou centres de santé. Donc un groupement à 75 km de Likasi. D'où il n'y a que des Chinois qui font des mines, il n'y a que des coopératives minières qui sont là. C'est ainsi que nous, en tant que coopérative agricole, appuyée par Bedolife pour ces projets pérennes, nous avions fait la mobilisation, la sensibilisation de cette population pour leur dire qu'il n'y a pas seulement les mines, il y a l'agriculture qui peut vous faire sortir de cette souffrance. Et jusqu'à ce que, quand les chefs de groupement nous a compris, les chefs de village nous a compris, nous avions effectué même une descente avec Bedolife, qui était représentée par le délégué M. Bernard. Sur site, lui-même a vécu, lui-même a vu, donc il y a une manifestation de cette population qui veulent quitter les mines pour s'intégrer dans la culture pérenne. Voilà pourquoi, pour les attirer plus, le fait qu'il n'y a pas d'école, nous, comme coopérative, on a instauré le système éducatif dans des bâches, là où les gens prient comme église.
Nous avions collaboré avec quelques pasteurs. Ils ont accepté et nous avons amené des enfants dans des bâches là où ils étudient. Ils sont encadrés par quelques enseignants qui vivaient toujours là-bas. Des deux, le chef de groupement, en collaboration avec la coopérative, nous a même donné des espaces là où nous proposons. Jusqu'à ce matin, je crois qu'ils sont en train d'étudier. On avait eu une maison abandonnée par les Belges, là où on a aménagé toutes les 6 classes dans une seule maison. Je crois que lors de la descente, vous verrez vous-même. Alors, nous disons merci vivement et grandement à Bedolife parce que, ni t'étaient ces initiatives, on ne pouvait jamais un jour être à mesure d'aider cette population-là. C'est ainsi que un projet zéro enfant dans les mines est né. Voyant garçons et filles dans les mines jour et nuit, nous, en tant que parents, nous avions sensibilisé cette population. On a amené même d'autres de la carrière à Lumbashi, les insérer dans des centres de formation. Voilà pourquoi, quand nous avons amené ces enfants à étudier dans des bâches, ils sont prêts à abandonner les mines, ils sont prêts à abandonner les carrières et à intégrer dans la voie scolaire. Et surtout, la formation professionnelle. Parce qu'il y a des jeunes gens qui ont l'âge de 20 ans, 18 ans, 25 ans, qui ne pourront plus rentrer à étudier l'alphabétisation, mais on va les intégrer comme chauffeurs, et menuisiers, ainsi de suite. D'où nous sommes venus avec ces projets pour demander que votre vraiment attention nous soit accordée afin que cette population qui croupisse dans cette misère, ce sont vos enfants, ce sont vos filles et vos garçons. Là, il y a l'uranium dans des mines, il y a des matières qui, donc à la longue, donc ils sont en train d'être ruinés par ces minéraux dont nous avons dit. Mais si on mettait les écoles, les centres de santé, je crois que la population de 18 villages qui regorgent ces groupements pouvons un jour dire merci aux partenaires, aux bailleurs de fonds et à nous qui sommes coopératives. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Girard. Nous étions ensemble et ce qui est vrai, c'est la pauvreté qui saute aux yeux dans les villages. D'ailleurs, dans certaines zones, les villages, les maisons de la population sont construites en hutte, mais là-bas, il y a des ménages en bâche, ce qui démontre qu'il y a un sérieux problème de pauvreté dans la région et les écoles font défaut. Et si rien n'est fait, donc ça sera le cycle de la pauvreté qui sera pérennisé dans les régions alors qu'il y a le cobalt, il y a tout le tas de minéraux qui sont extraits tous les jours, des grands camions qui passent. Mais d'une part, il y a cette extraction des matières premières et puis la pauvreté qui continue à gangréner la population. Chers collègues, voici les grandes lignes des projets qui vous ont présentés. S'il y a des questions à poser, des recadrages, le micro-baladeur est là. Prenez la parole parce qu'on est dans une conférence de presse. On vous a invité pour avoir des plus amples détails sur les projets de Biederlife. On commence par Bienfait. Vous vous présentez et également les médias que vous représentez ici et vous posez la question. Ça marche pas? Attends, prenez celui-ci alors. Merci, moi c'est Bienfait, je suis le 767.cd. J'ai quelques questions à poser à Biederlife et aux bénéficiaires des projets ou soumissionnaires. Ma première question à Biederlife, qui sont vos bailleurs de fonds? Combien d'argent avez-vous prévu pour ces projets ici? Et à quelles conditions il vous donne ces moyens-là? Ma deuxième question concerne toujours Biederlife. Vous avez parlé des crédits carbone, que vous y êtes aussi. Comment ça se passe? Parce que jusque-là, nous savons que la plupart des projets crédit carbone sont des projets forestiers. Avez-vous acquis des concessions forestières? Ou bien vous travaillez avec les
concession forestière des communautés locales ou comment ça se passe? Avez-vous déjà vendu des crédits carbone ou vous êtes au niveau du montage des projets? Autre question pour BetLife. Vous allez donner des fonds aux associations qui travaillent avec vous, les coopératives. À quelles conditions vous allez leur donner des fonds? Et quelles sont les garanties que vous mettez en place pour que ces fonds-là arrivent à la population, aux communautés réellement? Parce que nous savons tous, nous sommes dans ce domaine depuis des années. Vous pouvez leur donner des fonds et demain on va les retrouver à Dubaï, ici et là, à Kinshasa, on a des bureaux climatisés ici, avec des fonds que vous leur avez donnés. Pourtant, les communautés continuent à souffrir à Likassi, là-bas, dans les parages. Quelles sont les conditions, les mesures que vous mettez en place pour que ces fonds-là arrivent réellement? La question, la suivante, elle concerne les bénéficiaires. Avez-vous, chacun de vous a soumis un projet? Et je suppose que pour soumettre un projet, il faut avoir de l'expérience. Avez-vous de l'expérience? Avez-vous déjà travaillé dans ce domaine? Vous n'êtes pas des aventuriers qui viennent juste pour avoir des fonds et partir. Allez vous la couler d'où, je ne sais pas, à Dubaï, à Kinshasa ou à Lubumbashi. Chacun de vous en a amené un projet. Vous y travaillez déjà. Vous y avez déjà travaillé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues. Il y avait une main levée de ce côté. C'est M. Kabengele. Voilà, prenez le micro. Oui, ouais, moi c'est Frédéric Kabengele, journaliste à la RTNC Développement. Je veux savoir, c'est comme si vous êtes plus focalisé vers les Katanga. Pourquoi ce choix? C'est ça ma question. Et parce qu'il y a aussi, par exemple, le Congo central, où il y a eu d'autres expériences donc, dans les domaines pérennes. Alors, pourquoi seulement les Katanga? Ok, merci beaucoup. Une autre question par série des 3 intervenants. Bonjour à tous. Moi, c'est Madame Fifi Solange Tangamou. Je suis journaliste au quotidien Forum des As. Moi, ma question s'adresse par rapport à Better Life et par rapport à la levée de fonds, en fait. La levée de fonds que vous faites, ça se fait aujourd'hui, maintenant. Et vous vous adressez à qui exactement pour cette levée de fonds? Ce n'est pas à vos partenaires qui sont ici qui vont contribuer. Je pense que vous avez une cible bien particulière. Les bailleurs de fonds, mais quels bailleurs de fonds vous voulez exactement dans cette levée de fonds? Ok, merci beaucoup. Monsieur Bernard, à vous la parole. Merci beaucoup aux intervenants. Vraiment, ce sont des questions très, très pertinentes. La première, c'est que qui sont nos bailleurs et qui nous financent? Exactement, nos bailleurs, c'est bien vous, puisque dans la levée de fonds, il y a des types de levée de fonds. Il y en a plusieurs. Nous sommes dans 2 sortes de levée de fonds. Il y a une levée de fonds institutionnelle et une levée de fonds participative. Participative, c'est celle où nous recourons aux bienfaiteurs qui sont bien définis, que je préfère garder leur nom en anonymat, mais aussi les institutions et organisations internationales. Ça, c'est ma première réponse. La seconde, parmi les critères, nous n'exigeons pas, il n'y en a pas vraiment assez. Tout ce dont nous exigeons, c'est la valeur que le porteur du projet apporte au projet, à son projet qu'il va devoir déposer. La première des conditions, c'est payer ses frais d'adhésion. Et pendant ces frais, ça veut dire vous ouvrez une porte pour que nos équipes puissent faire plusieurs descentes, que ce soit les descentes dans de Provence, les billets d'avion, les hôtels et autres, c'est aux frais de Better Life. Les partenaires sont ici. Aucun de partenaire dira ou vous dira qu'il a payé X ou Y somme. Le pluriel commence par 2, mais moi j'aimerais dire 1 par $1. Aucun de partenaire. Nous avions
eu l'opportunité, si pas l'occasion, de faire inviter 50 partenaires qui sont venus des 16 provinces. Et ils sont logés dans des hôtels aux frais de l'organisation. Que ce soit les billets d'avion et tout. Ça veut dire, c'est les premiers sérieux que Better Life montre à cet apport. La question a dévolé, les sérieux de partenaires. J'aimerais marteler que ce n'est pas en déposant le projet où vous devrez avoir nécessairement de l'argent. Impossible. Il y a plusieurs étapes à franchir. La première, hier, le partenaire a vu qu'ils étaient face à une commission qui n'est ni de Better Life, de gens que même moi, personnellement, je ne connais pas. On a eu le mail auprès de nos supérieurs et ces gens étaient là. Ils ont eu à entendre depuis avant-hier les partenaires hier, tout comme ils vont devoir continuer les lundis avec les restes, puisque le jour on prend au moins 15. Et il y a aussi des partenaires dont les échanges déjà avec la commission, c'est compliqué. Quand par exemple vous amenez un projet à titre familial, comment voudriez-vous qu'on vous finance? Comment voudriez-vous qu'on vous accompagne? Better Life ne finance pas, Better Life n'est pas une banque. Ni de près ni de loin, nous ne finançons pas. Nous jouons juste le pont au projet à caractère communautaire entre le bailleur de fonds et nous. Tel que vous nous voyez, toute notre vie est entre, depuis un certain temps, depuis que je suis à Better Life, c'est dans les avions, entre les villes, l'extérieur ou à l'intérieur, au-delà de province, à l'intérieur du pays. Ça veut dire, nous sommes décidés enfin d'accompagner le bon projet. Comme monsieur le journaliste a eu à le dire, je ne serais pas resté assez longtemps sur cette question, mais il y a beaucoup de choses, les partenaires doivent prouver de quoi ils en sont capables. La troisième question concernant le crédit carbone, c'est vrai, il y a 3 types de crédit carbone. Il y en a d'ailleurs plusieurs. À ce qui concerne le crédit carbone forestier, vous avez le crédit carbone institutionnel, réglementé et volontaire. Comme vous le sachez, dans notre pays, nous n'avons pas une bonne politique jusque-là, une politique claire quant à la question. Alors nous nous inscrivons dans un crédit carbone volontaire. Donc vous avez votre concession, vous mettez vos arbres et nous allons vous mettre en contact avec les certificateurs puisque nous ne certifions pas les crédits carbone, ni de près ni de loin. Nous travaillons avec des certificateurs comme Vera aux États-Unis, la fondation Gold Standard en Suisse. Voilà les certificateurs que Better Life travaille avec. Quant à la question, vraiment ça reste encore une question taboue dans notre pays, même auprès de nos partenaires. Les partenaires pensent que c'est nous qui vendons, c'est nous qui décidons. Donc c'est nous qui gérons la question de crédit carbone. Or, ni de près ni de loin, Better Life gère les concessions forestières. Nous sommes plus dans le reboisement, l'identification d'abord de la concession, l'évaluation, puis le renforcement ou le reboisement de ces concessions. À ce titre, si la concession n'est pas retenue, que ce soit les déplacements de nos ingénieurs, les sachets que nous les achetons énormément cher, la sémence qui vient de l'extérieur, tout ça c'est au frais de Better Life. Pour plus de sérieux, c'est comme ça que nous demandons une contribution, nous exigeons une contribution aux partenaires, ne dépensant pas 20%, des fois ça peut être 15%, 5%, voire même 3% sur ce que nous exigeons. Donc, Better Life s'inscrit dans les crédits carbone volontaire et non réglementé ou institutionnel. Les deux là, c'est réservé
à l'État congolais qui est habilité. Et la quatrième question, elle est posée aux partenaires. Je choisis entre M. Chrétien ou M. Gérard. Un d'eux peut vous répondre à la question. Votre micro est là, monsieur Jean Chrétien. Votre micro est là. Êtes-vous sérieux? Si vous avez l'argent, vous ne serez pas Dubaï. Ah, c'est compliqué. Qu'est-ce qui démontre les sérieux dans les projets que vous avez amenés? Est-ce que si les fonds sont mobilisés, vous n'allez pas utiliser ces fonds-là à autre chose? Rester dans les centres-villes et laisser la population persister dans la pauvreté? Je voudrais d'ailleurs, merci beaucoup pour la question à laquelle je vais pouvoir répondre. Je sais que le journaliste a raison de poser cette question, d'autant plus que la gestion financière pose problème au niveau de notre pays. Je me réserve d'entrer en détail, mais je sais que chacun de nous, quand vous voyez l'âge d'ailleurs des souscripteurs, nous sommes presque les responsables. Je ne vois pas qu'il y ait un jeune de 20 ans parmi les souscripteurs des projets. C'est pour vous dire qu'il y a du sérieux dans ce que nous faisons et nous savons de quoi nous devons faire pour arriver à concrétiser les différents projets. Moi, parler de Dubaï, parler de France, ainsi de suite. Parmi nous, il y en a qui voyagent presque chaque jour, aller en France, aller en Europe. Nul n'est point de vous exposer les différents voyages effectués par chacun de nous. Mais nous savons l'objet pour lequel nous avons souscrit les projets. L'argent sera bel et bien géré et arrivera à la communauté à travers les ouvrages que nous aurons à entretenir. C'est cette population paysanne qui va pouvoir nous apprécier peut-être de concert avec le... Parce qu'on ne refusera jamais le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Nous serons ouverts à tout contrôle et de manière permanente pour voir l'affectation et la gestion des fonds mis à notre disposition. Je pense que j'ai répondu à votre préoccupation. Merci. Monsieur Gérard, qu'est-ce qui démontre les sérieux? Une fois les projets financés, que l'argent sera réellement affecté au projet de développement pour lequel vous avez soumissionné? Ça, c'est la question du collègue Bienfait Longwana. Merci. D'ailleurs, c'est une très bonne question parce que quand il a posé, il a des références. Mais quant à ce qui nous concerne, nous-mêmes, premièrement, nous sommes des exemplaires. Avant même que les bailleurs de fonds ne viennent, par nos petits moyens, nous sommes déjà lancés, et nous sommes opérationnels. Des deux, nous avons souscrit sur les crédits carbone. Mais maintenant, notre seul cheval de bataille, c'est quoi? Vous ne pouvez pas aller chez autrui et vous bénéficier seul. Voilà pourquoi nous voulons impliquer et la communauté locale. Pour les crédits carbone, par exemple, nous avions sensibilisé tous les chefs de terre, les chefs de groupement, que les mines qui vous entourent ici, c'est un danger. D'où il faut laisser les arbres pour vous protéger contre la spoliation de minerais. Ensemble avec eux, on a eu à protéger plus de 26 000 hectares quadrillés, là où nous avons amené auprès de nos partenaires pour que cette partie-là soit uniquement pour le crédit carbone. Que l'arbre ne soit pas coupé, et c'est toujours sur le 26 000 hectares que nous mettons maintenant notre projet de cacao. Parce que nous allons planter là-bas, toutes nos activités, on va les faire là-bas. D'où, un projet pour la construction d'une école, par exemple, de 2 écoles dans ces groupements, des hôpitaux. C'est pour encadrer tout ce que nous faisons là-bas, pour que la population se retrouve et qu'il soit elle-même, la population qui va protéger tous ces grands projets qui seront réalisés dans les groupements Mubambe. Sinon, pour dire qu'on peut détourner, loin de là, parce que nous sommes venus avec ces cris d'alarme devant les bailleurs. C'est à prendre ou à laisser. Parce que ça ne peut pas nous décourager, nous, d'abandonner déjà ce que nous faisons. Non. Non. Loin de là. C'est ce que nous vous disons que si cela touchait le bailleur des fonds,
même un sou sera sous l'audit et les 2 écoles, les 2 hôpitaux seront bel et bien érigés dans les groupements Moubambe. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Gérard. Je me tourne vers vous par rapport à la question, M. le coordonnateur Blaise Molo, du collègue de la RTNC2, qui a voulu savoir, il a l'impression que vos actions sont fortement orientées dans les Katanga démembrés. Est-ce que c'est vrai? Merci beaucoup pour la question. Mais permettez-moi d'ajouter quand même un petit détail qui concerne la sécurisation des fonds. En tant que coordonnateur, nous avons pris des mesures parce que tout partenaire qui est ici, donc qui a souscrit au projet, nous avons quand même remis à chaque partenaire un acte d'engagement qui sera notarié. Pour certains, ça a déjà été notarié, tout en disant que cet argent qui est destiné au projet communautaire, si cela a été utilisé dans un cadre qui ne cadre pas avec le projet communautaire, on interrompt uniquement le financement. Et je pense que vous pouvez poser la question aux partenaires qui sont présents. Ils vous diront qu'ils ont signé cet acte d'engagement. La confiance n'exclut pas le contrôle, comme l'a dit M. Chrétien. La question du journaliste qui a posé en demandant que nous sommes toujours dans le Grand Katanga, ce n'est pas vrai. Devant vous, vous avez M. Jean Chrétien, parce que nous avons 2 types de partenaires. Il y a des partenaires qui sont uniquement dans la province, il y a des partenaires qui sont polyvalents. Il est dans une province X, dans une province Y. Vous avez M. Chrétien qui est de l'Omami, ça ne fait pas Katanga. Vous avez d'autres partenaires qui sont entre nous ici, qui sont dans le Lomami. En citant dans le Congo central, oui, nous avons des activités, je peux citer, sans pour autant donner les détails des secteurs et territoires, mais nous avons des activités au niveau de Kinzaru, au niveau de Lukula, au niveau de Tchela, à Betoniolo, et au niveau de Songololo, nous avons des activités. Et ici à Kinshasa, dans le plateau de Bateke, nous avons des activités. D'ailleurs, c'est sur 1000 hectares où j'ai souligné que nous sommes en train de faire le cacao. Et même à Bibois, nous avons des activités. Dans le Kasaï, il y a un des partenaires du Kasaï. Bon, le Kasaï, il est tellement vaste. Je peux citer Kasaï Central. Il y a à Kambouji, nous avons aussi des activités. Il y a un des partenaires qui est là. En Nandajika aussi, nous étions ensemble. En Nandajika, nous étions ensemble. Ça fait l'Omami. Vous voyez, le Kasaï, il est aussi vaste. Dans la province orientale, il y a aussi des activités. Je ne saurais tout donner, mais si j'inviterai aux journalistes de visiter notre site ou nos pages sociaux, ils trouveraient que nous avons des activités à travers la République. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Blaise Molo. Vous êtes le coordonnateur de Bider Life. Monsieur Bernard, vous êtes administrateur général de Bider Life. Comment répondez-vous à la question de la concert Fifi Solange, qui a voulu savoir quelle approche allez-vous adopter dans le cadre de ces projets d'élever des fonds pour des projets de construction d'infrastructures de base dans les zones ciblées? Merci beaucoup, Monsieur Tati. Vraiment, c'est une très belle question. À qui finalement Better Life s'adresse? Better Life s'adresse, présente d'abord, c'est au travers ce point de presse, à ces bailleurs, les porteurs de projets. Les porteurs de projets qui sont à ma droite, c'est juste une échantillon qu'on a pris, que certains ne se sentent pas lésés pourquoi on a pris X ou Y, pas lui. C'est juste une échantillon de partenaires qu'on a pris. Finalement, nous nous adressons à nos bailleurs. Alors, je ne pourrais pas vous dire qui exactement est derrière l'organisation, qui exactement financera ces projets. Mais sinon, je ne peux que vous dire, pour recourir à ma réponse de la deuxième question, celle de le financement participatif plutôt, allais-je dire, et les financements institutionnels. On préfère garder les noms de nos bailleurs en anonymat. Merci. Et en ce qui concerne spécialement, M. Bernard, les financements participatifs, quelle approche allez-vous adopter pour amener les gens, la population, les SARL à mettre la main dans la poche? Justement, nous allons commencer d'abord ça. Ce n'est que la première phase. Il y en aura plusieurs.
le partenaire, ce n'est pas puisqu'ils sont venus aujourd'hui ou ils ont été entendus avant-hier et hier par une commission. Il y en aura justement plusieurs séances de travail pareilles. Pourquoi? Puisque, ce n'est pas puisqu'on a amené un projet communautaire qu'on doit nécessairement avoir le fonds, comme j'ai à le dire à l'introduction. Les partenaires doivent faire preuve de beaucoup de choses. Premièrement, comme monsieur le journaliste a eu à le dire, et ça, ce n'est pas Better Life ou monsieur Bernard ou encore le coordonnateur qui vont devoir justement décider au financement. Plutôt, c'est l'attitude du partenaire, sa défense, comme monsieur Chrétien a à le dire, qui ferait que son projet puisse bénéficier de cet accompagnement. Donc, voilà. Concernant la levée de fonds, il y aura des campagnes d'ici un mois, d'ici une semaine. Nous attendons les services de la présidence puissent nous confirmer la date exacte selon le programme ou l'agenda du numéro 1 du pays pour le lancement officiel. Nous sommes déjà en contact avec la coordination de fonds sociaux au niveau de la présidence pour justement qu'il y ait une date qui soit où l'événement sera lancé d'une manière officielle et il y aura des panneaux partout sur la ville, vous verrez, il y aura des campagnes sur les réseaux sociaux. Voilà un peu comment nous allons devoir faire. L'argent, ce n'est pas Better Life qui finance, comme j'ai à le dire. Permettez que j'insiste, puisque je sais le partenaire. Je change beaucoup avec le partenaire. Là, c'est de 1. De 2, l'argent ne pourra pas passer par les comptes de Better Life. Quand vous défendez votre projet, l'argent pourrait aller du compte de bailleur vers votre compte. Et Better Life ne va que se comporter comme une institution de contrôle. Comment vous dépensez cet argent, comment les dépenses sont faites, et au regard de tout ça, voilà le rôle que Better Life va devoir jouer dans ce sens-là. Voilà, Monsieur Tati. Nous allons passer à la deuxième série de questions par série de 3. Et puis, je pense qu'on a déjà ramassé presque tous les aspects de la conférence. Donc, attends, on commence par derrière et puis on va retourner ici. Je suis Roger Chongo. Je suis le conseiller technique d'une organisation qui s'intitule SOS Femmes, qui est candidate aussi aux appuis de Better Life. Donc je voudrais juste renforcer ce que le coordonnateur a dit tout à l'heure. Donc les sources des fonds vont provenir de nous-mêmes en fait. Nous avons le paiement des services environnementaux. Donc en plantant les arbres, donc si on les met en défense, si on ne les coupe pas, ça va générer les crédits carbone. Et ça va payer directement. Ça va payer nous-mêmes, ça va nous payer nous-mêmes et ça va également payer les communautés locales. Alors, il y a également le marché du cacao. Donc, c'est une filière très importante. Vous savez, notre pays a perdu beaucoup. Hein. À l'époque, nous étions les plus grands producteurs d'huile de palme, de cacao, de café et tout ça. Alors, maintenant, avec des initiatives comme celle-là, on a parlé d'un marché qui est garanti, d'un achat garanti de la production. J'ai oublié encore le nom de l'organisation. Donc, l'organisation qui fournit les semences, donc qui s'attend à avoir un label, une qualité donnée du produit que vous allez réaliser sous le contrôle de qualité de Better Life. Donc c'est un peu ça que je voulais ajouter à ce que le coordonnateur... Donc c'est vraiment, les financements vont venir de soi. Les responsables... du département de développement Caritas Boma, il a eu à voir combien de fois nous avions eu à recommencer la pépinière. Et nous avions perdu beaucoup de semences.
Les agronomes, rien que la pépinière, même le pot, s'il vous plaît, si on peut m'amener les sachets, une plante là-bas. Venez avec un poké là. Oui. Amenez ça. Donnez-le rapidement. Voilà. Comme vous voyez ces sachets, c'est plusieurs étapes. Mais vous verrez qu'il y a nos agronomes qui ne savent même pas appeler ça. Comment on appelle ça? Remplir ces sachets ici, c'est un problème. Donc, quand nous recrutons des agronomes, nous devons reprendre, commencer par la formation. Il y a beaucoup de partenaires ici qui regrettent le comportement de nos agronomes. Ils ne savent rien. Mais quand vous demandez, j'ai un master, je suis licencié à telle université. Donc vraiment là, c'est une question de l'État, puisque nous faisons notre petit devoir selon ce que nous maîtrisons, afin que nous ayons les résultats escomptés sur les sites de nos partenaires. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi la question d'éthique. Vous avez des agronomes qui sont là, vous leur payez, mais ils veulent gagner de tous les deux côtés. Il appelle le partenaire, il dit « Bafutakangaïté ». Mais Bafutakayote, on ne vous paye pas. Quelle est la motivation qui fait que vous soyez encore là pendant 3, 4, 5 mois? Donc, il n'y a pas quelque chose jusque-là qu'on n'a pas encore maîtrisé. Il n'y a pas que moi, hein, nous les voyons partout, comme la gestion de ressources humaines. Donc, vraiment, côté expérience, cher professeur, ça c'est vraiment une demande puisque nous venons, c'est vous qui nous formions. Donc, vraiment, prière prendre de partenariats à l'extérieur, nous voyons ça ailleurs. En Zambie, Tanzanie, l'Afrique du Sud, n'en parlons même pas, Namibie, Maroc, Tunisie, Égypte, vous n'allez pas comparer l'agriculture avec ce que nous voyons. Ici au Congo, nous avons au moins 24 fermiers où vous allez trouver dans leur ferme les tracteurs, quelques machines adéquates. Sinon, il n'y en a pas deux. Une personne va vous dire, nous les voyons ici, hein, j'ai 1000 hectares. J'ai 10 000 hectares, vous en faites quoi? Et quand vous arrivez, s'il vous plaît, j'ai 100 hectares de manioc, vous arrivez sur terrain, ce n'est même pas 100 hectares. Les principes des semis, d'abord les principes des travaux agrestes sont non respectés. Les principes des semis, les écartements entre les lignes, dans les lignes, les labours, la qualité de travaux agrestes, vous voyez que... Et vous posez la question, qui vous accompagne dans ça? Et c'est comme ça que nous, BirdsOfLife, nous dotons des machines agricoles. Et nous faisons à ce que nous puissions commencer par des formations, l'orientation de ces jeunes. Donc voilà un peu ce que j'avais à préciser à la dernière question de notre ami sur l'expérience. Ça veut dire, moi qui suis là, j'ai été formé presque dans 17 pays. Et c'est cette même connaissance que nous essayons de transmettre à nos jeunes ou âgés, moins âgés, qui viennent à BirdsOfLife, de les transmettre toutes ces connaissances. Parce que déjà, un agronome qui ne sait même pas faire la différence entre une charrie et l'herse, c'est compliqué. Comment voudriez-vous essayer? Beaucoup de gens sont découragés par ce genre d'agronome. Nous le voyons ici, une personne qui vient dans votre bureau et vous dit, écoutez, moi j'ai déjà perdu 500 000. 500 000 francs ou 500 000 dollars? 500 000 dollars. Sur quel projet? Il vous dit le maïs. S'il vous plaît, dans le plateau, débattez qu'on ne peut pas faire le maïs. C'est impossible. Il y a des cultures, quand vous regardez la terre, vous vous dites que vraiment avec la culture, les climats, ça n'ira pas. Les calendriers agricoles, si vous ne respectez pas les calendriers agricoles, c'est aussi le problème que nous avons. Nous sommes des accompagnateurs. Il y a certains partenaires, nous les accompagnons à 30%, comme j'ai à le dire. Et les semences peuvent arriver si le calendrier agricole n'est pas respecté. Vous n'aurez pas de résultats escomptés. Vous avez la culture cacaoyère par exemple. La semence, le fève font 14 à 21 jours pour germer. Et quand vous avez ça, vous devrez les entretenir en pépinière 60 à 90 jours pour le mettre en terre. Comment vous traitez? Comment vous faites? Puisque
avec la culture pérenne, c'est une culture, on peut dire l'arboriculture, on n'est pas censé faire des travaux agrestes avec les tracteurs, à au moins qu'il y ait des cultures associatives. Là, ça se comprend. Mais s'il n'y a pas ce genre de culture, on peut uniquement forer, sarcler et voilà avoir des résultats escomptés. Oui, M. Bernard, est-ce qu'on peut évoluer dans les réponses? Et le montant, ça c'était la première question. Le montant de projet, nous ne déterminons pas la limite du montant de projet, aussi pas de l'enveloppe. C'est le porteur de projet qui amène son projet. Nous faisons les toilettages de ces projets, des orientations du projet et nous envoyons acquis des droits. Non, monsieur Bernard, sa question consiste à savoir à quelle hauteur estimez-vous mobiliser les ressources? Vraiment, jusque-là, nous sommes au-delà. Nous avons une enveloppe à mobiliser presque de 350 millions de dollars. Comment répondez-vous alors aux questions du professeur qui a voulu savoir si vous êtes reconnu officiellement ou vos partenaires se sont déjà affiliés officiellement au niveau provincial et au niveau national? Déjà, ici, nous accompagnons, nous avons presque toutes les classes sociales ici. On ne peut pas avoir un bureau, être sur l'Internet sans pour autant avoir une reconnaissance auprès du ministère des tutelles. Donc, pour le partenaire, lorsque un partenaire s'adhère, ils sont là, ils sont nombreux d'ailleurs. Nous commençons par une orientation, un encadrement. Soit il faut créer un ASBEL, il faut créer une ONG, et au regard de tout ça, le partenaire constitue tout son dossier afin que ces derniers soient reconnus auprès des institutions provinciales ou nationales. Merci. Voilà, l'autre intervention, c'était complémentaire parce que c'était par rapport à la collaboration entre vous et les partenaires. J'espère qu'on a ramassé presque tous les aspects de la conférence. En conclusion, M. Bernard, quel est le message que vous donnez, vous envoyez? Monsieur, vous avez un complément d'information? Oui, vous avez oublié la question de l'Est. Ah d'accord, oui, c'est vrai. Exactement. Si vous pouvez embrayer, monsieur le coordonnateur d'abord, et puis ok. Oui, c'est vraiment difficile ce qui se passe, et triste aussi ce qui se passe à l'Est du pays. Mais avant cela, on avait des projets qu'on est en train d'accompagner. Et en dehors d'être une organisation non gouvernementale, mais nous sommes aussi patriotes. On ne peut pas aussi aller là où il y a l'ennemi, faire tout ça. Mais tout ce que nous pouvons lancer comme message aux autorités, je pense que si cette question de sécurité est élevée, nous allons reprendre nos activités de l'autre côté. Mais au moins, nous sommes en réflexion comment aussi apporter un soutien, surtout à ce qui concerne la sécurité alimentaire, et apporter un soutien aux victimes de guerre de l'Est. Et au moment opportun, nous allons aussi vous inviter, vous les journalistes, aussi nous accompagner dans cela et avec les autorités compétentes. Merci. Merci beaucoup, M. Blaise. M. Bernard, un complément de réponse et puis en guise de conclusion, que devons-nous retenir, nous, la presse que vous avez invitée aujourd'hui au cours de cette conférence de presse? Avant ça, j'aimerais enchérir, si pas bonifier, à ce que M. Blaise venait de dire tout à l'heure, c'est que nous avions des activités dans le Grand Kivu, au nord tout comme au sud, à Calais, Kabare, Bunia, Butembo. Nous avons des projets. Malheureusement, avec cette situation de sécurité, comme nous le connaissons nous tous, il nous est vraiment difficile d'exercer. Nos bureaux ont été momentanément fermés jusqu'à nouvel ordre. Et là, ce que nous demandons aux partenaires, le premier appel, c'est, je m'adresse aux partenaires en leur disant que ce n'est pas puisque vous aviez déposé le projet où vos projets seront financés. Ça, ce n'est que la première étape, comme j'ai à le dire, permettez la tautologie. Vous devrez faire preuve de beaucoup de choses et beaucoup de patience. À tout moment, on peut avoir besoin de vous à Kinshasa, tout comme à l'extérieur du pays.
vous devrez être au moins disponible. Là, c'est le premier appel. Et de bien gérer au cas où le financement est disponible pour X ou Y projet. Vraiment, je ne vous en supplie pas, mais c'est juste une demande de prendre conscience de bien vouloir gérer ces fonds à un bon père de famille. Et à nos bailleurs, ce que nous allons devoir demander, c'est d'accompagner ce projet, puisqu'en accompagnant ce projet, c'est de trouver, c'est premièrement sauver des vies, puisqu'il y a des projets qui amènent des solutions dans des villages, dans des endroits où il n'y a pas de route, où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas d'hôpitaux, des centres de santé. J'ai vu dans une province une mère qui a accouché, qui donnait naissance, dans des conditions très mauvaises. Et c'est la première fois où je n'arrivais pas, où j'ai commencé à respecter la femme. Et vraiment, chers bailleurs, pensez à accompagner ces projets, puisque ces projets, elles sauvent des vies. Ces projets, elles changera des vies. Plutôt, elle va devoir doter un avenir meilleur aux générations actuelles ainsi qu'aux générations futures. Merci et je vous remercie, M. Tati. Merci beaucoup et merci également à vous qui avez pris part à cette conférence de presse que nous venons de clôturer. Et espérons que chaque organe de presse en fera bon usage et que prochainement nous allons vous inviter dans la suite des événements que nous allons organiser. Vous avez soumissionné pour quel projet et vous attendez à quel résultat? Voilà, c'est M. l'abbé Aimé du diocèse de Boma et la Caritas Développement. Je suis là parce que la Caritas est pour le bien-être de la population. Nous sommes très enclins dans les projets sociaux. Alors, nous faisons face à des projets, des problèmes liés aux intempéries. Nous avons perdu beaucoup d'écoles, au nombre de 67, et il y a eu aussi mort d'hommes. Des élèves se sont retrouvés coincés sous les décombres. Et voilà qui a motivé que nous puissions monter un projet de reconstruction de 12 écoles et qui demande une délocalisation, parce que c'était les écoles les plus touchées. Ceux qui avaient construit les écoles auparavant n'avaient pas d'expérience sur le choix de terrain. C'était des écoles parfois à proximité de grandes forêts, parce que nous sommes dans la forêt vierge du Mayombe. Alors, ce qui fait que dans les tempêtes, il y a eu chute d'arbres qui ont emporté parfois toutes les écoles. Les écoles se sont écroulées et nous avons perdu 23 élèves. C'est là, lorsque nous avons partagé l'expérience avec notre partenaire Better Life, parce que nous sommes le diocèse de Boma partenaire de Better Life, ils nous ont dit d'attendre au cas où un projet à caractère communautaire est lancé, de soumissionner. Voilà ce qui nous a mené à soumissionner en faveur de ces communautés qui sont dans la forêt, parfois à accessibilité difficile, d'avoir quand même des infrastructures de base adéquates qui puissent permettre que même les enfants qui sont dans ces milieux-là puissent avoir accès à l'éducation. Ben oui, nous avons fixé un coût. Le coût par école, c'est autour de 240 000 $, parce qu'il est prévu d'y mettre l'équipement nécessaire, de forage d'eau, l'énergie solaire et les sanitaires. Il vous faut 12 écoles. Pardon? Il vous faut 12 écoles. Les 12 écoles les plus touchées, parce que nous en avons eu 67 écroulées. Et parmi les 67, avec les efforts locaux, avec la Caritas et les communautés de base, et puis quelques partenaires étrangers, nous avons pu reconstituer et réparer certaines écoles. Mais les écoles les plus touchées, qui demandent une délocalisation, la Caritas a mené un plaidoyer, ensemble avec les parents, auprès des autorités coutumières
pour qu'on puisse avoir de nouveaux terrains, de nouveaux sites qui puissent permettre que les élèves soient en sécurité. Parce que les endroits où étaient ces écoles-là, ce sont des endroits de danger permanent. Parce que c'est vraiment au sein des grandes forêts. Un appel pressant lancé à l'intention des décideurs, des officiels et d'autres partenaires qui nous suivent. Voilà, nous sommes là, non pas pour nous, mais pour la communauté. Pensez aussi à nos communautés très enclavées dans la grande forêt du Mayon. Merci. Je suis l'ingénieur Dekei Molo Blaise. Je suis coordonnateur national des activités de Baie de Lève à travers la République. J'exerce cette fonction depuis une année et demie. Avant cela, j'étais superviseur. Et notre mission est d'accompagner tout celui qui a un projet, non seulement un projet, mais tout celui qui a au moins une concession que nous pouvons mettre en valeur. Aujourd'hui, nous venons de finir la conférence de presse qui a été organisée par Bider Life. Dites-nous le motif de cette conférence et vous vous attendez à quoi exactement au terme de cette conférence? Premièrement, le motif de cette conférence était quand même de mettre une sorte de lumière sur les activités de levée des fonds et aussi comment ces activités vont se dérouler. Et en dehors de ça, la partie qui nous reste, c'est celle de mobiliser les fonds auprès de nos bailleurs partenaires. Et aussi, non seulement mobiliser, mais mettre en œuvre. Parce que si nous avons les fonds, nous devons quand même mettre en œuvre tout ce qui a été écrit. Mais nous attendons aussi la suite auprès de la commission. Bon, les projets qui seront réalisés sont tellement nombreux, mais qui sont vers les secteurs de l'éducation, de la santé, ainsi que de l'habitat, et des infrastructures, évidemment. Alors, ça va dépendre des projets qui seront retenus. Alors, jusqu'à présent, je ne saurais vous le dire avec précision quel est le projet qui a été retenu, parce qu'il y a eu une commission indépendante qui a eu à statuer sur ça. Et une fois la commission va nous transmettre le PV sur les projets qui ont été soumis, une affaire de 37 à 50, et sur base de cela, nous allons vous inviter, vous la presse, et vous dire, voilà, nous avons eu autant de projets, et voici les projets qui seront réalisés et qui vont bénéficier le financement. Merci. Je m'appelle Maître Falon Kazadi. Je suis avocate de profession et membre de la coopérative agricole AMEP. Ici, nous sommes au siège de Bider Life, où nous sommes à la fin de la conférence de presse qui a été organisée. Dites-nous le motif pour lequel votre coopérative a soumissionné à l'appel d'offres de l'ONG Bider Life dans le cadre des projets d'infrastructure de base. Merci beaucoup. Nous faisons nos activités agricoles dans le groupement Mobambé. Le groupement Mobambé regorge pratiquement 18 villages dans lesquels nous avons fait un constat. Il y a plus de la présence des enfants dans les mines. Il y a les mines artisanales et les mines artisanales auxquelles les hommes, les femmes et les enfants travaillent dedans. Alors après avoir fait les monitoring, nous avons compris qu'il y a une question de santé publique et aussi pour faire sortir les enfants dans les mines, nous avons proposé à ce qu'il y ait une construction d'écoles. Alors avec nos sensibilisations dans le village, nous avons compris que c'est par manque d'infrastructures que les enfants se retrouvent dans des mines. C'est comme ça que nous avons sauté aussi sur l'opportunité afin que nous puissions soumissionner à ce projet. L'objectif principal est de sortir les enfants dans les mines, d'où notre projet est intitulé « Zéro enfant dans les mines ». Est-ce que vous avez un appel pressant lancé à l'intention des bailleurs des fonds, des décideurs qui vont nous suivre à la télévision, qui vont nous écouter à la radio, qui vont les lire dans les médias en ligne? Merci beaucoup. Personnellement, je suis plus ancrée sur les questions de droits de l'enfant. Alors, voir la présence des enfants dans les mines, c'est une question vraiment très primordiale. Et répondre à ces projets, c'est donner l'accès à la santé et également donner l'accès à l'éducation qui sont de droits fondamentaux et qui sont reconnus d'une manière universelle en faveur de l'être humain.